Julia Lynn Womark est née le 13 juillet 1968 à Mérida, en Géorgie. À peine âgée de 5 mois, elle a été adoptée par la famille Womark, ses parents biologiques ayant décidé de la confier aux services sociaux. Lynn, comme tout le monde l'appelait, a vécu une enfance plutôt heureuse pendant 5 ans. Mais c'est à ce moment-là que ses parents adoptifs ont choisi de signer leur arrêt de paix conjugale. Le divorce a été prononcé et Hélène, la mère adoptive, a obtenu la garde exclusive de Lynn. C'est là que tout a commencé à se compliquer. Lynn, trop jeune pour comprendre cette séparation, a vu son monde s'effondrer. Et comme si cela ne suffisait pas, Hélène n'a pas tardé à entamer une nouvelle relation qu'elle a scellée par un mariage presque immédiat avec un certain Diel Grégory. Le hic? Diel et Lynn ne se supportaient pas. Leur cohabitation est vite devenue un enfer, alimentée par les premiers signes d'un changement d'attitude chez la jeune fille. Ces bouleversements n'ont pas tardé à impacter ses résultats scolaires, déjà en chute libre. À l'adolescence, les caprices et les bouderies n'ont plus suffi pour obtenir ce qu'elle voulait. Lynn s'est alors tournée vers des substances illégales, sombrant dans une spirale dangereuse qui l'a finalement conduite à un centre de réhabilitation à Atlanta. Une fois sortie de cet enfer, il fallait choisir une direction pour l'avenir. Contre toute attente, malgré son comportement tumultueux, elle vouait une admiration presque obsessionnelle à l'autorité, ou peut-être au pouvoir qu'elle représentait. Elle a longtemps rêvé de devenir agente de police, un rêve qu'elle chérissait depuis l'enfance. Quand elle a eu 20 ans, elle a enfin trouvé le courage de tenter sa chance et de passer l'examen requis. Malheureusement, tout s'est écroulé en un instant. Son passé entaché d'abus de substances n'a pas joué en sa faveur, mais le coup de grâce est venu de l'évaluation psychologique. Jugée émotionnellement instable, elle s'est vue refuser l'autorisation de porter une arme. Exit le rêve de devenir policière. Elle a dû se rabattre sur un poste d'opératrice du 911 dans le comté de Cobb. Certes, ce n'était pas glamour, mais cela lui permettait de rester proche des uniformes et de vivre les affaires en coulisses. Elle a rapidement su tirer parti de cette opportunité en se liant d'amitié avec plusieurs collègues avec qui elle sortait régulièrement faire la fête après le travail. Et bien sûr, c'est aussi dans ce cadre qu'elle a trouvé l'amour. En 1991, après 3 ans de service, Lynn a croisé la route de Maurice Glenn Turner, un séduisant agent de la police de Cobb. Glenn, alors âgé de 28 ans, avait intégré les forces de l'ordre 5 ans plus tôt, alliant sa passion pour les motos à sa carrière. Officier de moto au physique imposant, il était connu sous le surnom affectueux d'ours gentil en raison de sa bienveillance naturelle. Ses traits de caractère n'ont pas manqué de captiver Lynn, qui s'est mise en tête de le séduire. Mais, à sa grande surprise, elle n'a pas eu besoin de beaucoup d'efforts. Glenn, célibataire depuis un moment, en avait assez des rendez-vous sans lendemain. Il était prêt à se poser. Lynn, avec son physique attractif et son assurance, l'a charmé sans difficulté. L'attirance était réciproque et leur histoire n'a pas tardé à débuter. C'est ainsi qu'en 1991, une relation intense est née entre Lynn et Glenn. Si intense qu'en août 1992, ils ont pris la décision de se marier. Promesse d'amour éternel, engagement à se soutenir jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais ils étaient loin d'imaginer à quel point ces mots allaient prendre un sens littéral. Avant même que la tragédie ne frappe, leur récent mariage avait déjà commencé à battre de l'aile. À vrai dire, la cohabitation a démarré sur de bien mauvaises bases. À peine avaient-ils échangé leurs vœux qu'ils ont contracté un prêt hypothécaire pour acheter une maison à Mérida. Un nid douillet pour créer des souvenirs? Pas vraiment.
Glenn, sous le poids de la dette, a rapidement été submergé par le stress, d'autant plus que Lynn semblait vivre sur une autre planète. Dépensant sans compter, elle s'est offert luxe et caprice, ignorant les conséquences. Glenn, lui, a tenté de tenir le cap, mais les finances ont continué à se détériorer. Lynn, fidèle à elle-même, a décidé d'aggraver la situation en achetant une nouvelle voiture. Glenn, exténué et à bout de nerfs, a cherché un deuxième emploi pour éviter de sombrer complètement. Après ses journées en uniforme, il a commencé à travailler dans une station-service. Mais sauver leurs finances n'a pas suffi à sauver leur mariage. Le couple ne se parlait presque plus, et lorsqu'ils étaient ensemble, les disputes étaient légion. Glenn, à bout, a envisagé le divorce. En 1995, il n'en pouvait plus. Ses collègues ont remarqué son mal-être. Il n'était plus l'homme joyeux qu'ils avaient connu. En février, il leur a confié qu'il regrettait sa vie d'avant, ses soirées entre amis, ses rires et ses verres partagés. Ses amis l'ont convaincu. Il était temps de tourner la page. Il a donc affronté Lynn et, ensemble, ils ont convenu qu'il valait mieux se séparer. Glenn est retourné chez ses parents et ils ont mis la maison en vente. Mais avant que les choses n'aillent plus loin, il est tombé malade. Le 28 février, il a appelé au travail pour signaler son absence. Une forte fièvre, des douleurs abdominales. Glenn se sentait mourant. Incapable de quitter son lit, il a attendu, mais son état ne s'est pas amélioré. Après plusieurs jours, ils se sont rendus à l'hôpital. Diagnostic flou, une grippe sévère ou un virus mystérieux. On lui a administré des fluides et des médicaments avant de le renvoyer chez lui. Cette nuit-là, il a appelé sa sœur pour lui dire qu'il se sentait mieux. Mais au matin, la tragédie est survenue. Lynn, profitant de l'amélioration de Glenn, était sortie faire des courses. À son retour, elle l'a trouvé sans vie, allongé dans le lit où il avait passé ses derniers jours. La famille, sous le choc, n'a pas compris. 3 jours plus tôt, Glenn était en bonne santé et maintenant, il était mort. Mais ce qui a troublé ses proches, c'était l'attitude de Lynn. Froidement, elle a raconté que Glenn, la nuit précédente, avait eu des hallucinations dues à sa fièvre. Il aurait tenté de boire de l'essence et de se jeter par le balcon, mais elle avait réussi à le retenir. Son détachement a jeté un froid. Pourtant, la famille a décidé d'accepter les résultats de l'autopsie. Un cœur élargi et une arythmie cardiaque avaient causé sa mort. Le 3 mars, lors des funérailles, la froideur de Lynn s'est encore manifestée, mais ses beaux-parents, pensant qu'elle était en état de choc, ont continué à la soutenir. Quelques jours après l'enterrement, elle a encaissé 153 000 $, montant de l'assurance vie de Glenn. Sans perdre une seconde, elle a coupé les ponts avec sa belle famille, a déménagé à Cumming et a trouvé un emploi comme secrétaire. Là-bas, elle a rencontré Randy Thompson, un adjoint du shérif de 25 ans, divorcé et père d'un petit garçon. Randy rêvait de devenir pompier professionnel et avec Lynn à ses côtés, il semblait croire que tout était possible. Alors que Randy s'efforçait de payer la pension alimentaire de son fils, une nouvelle histoire a vu le jour entre lui et Lynn. Lynn, follement amoureuse, se consacrait entièrement à son nouvel homme et le lui montrait chaque jour à coups de cadeaux somptueux. Elle l'a invité à assister à des courses, l'a emmené en croisière et bien sûr, elle n'a pas hésité à dépenser sans compter. Elle avait décidé que ce nouveau départ se ferait sous le signe du luxe. Rapidement, Randy a emménagé chez elle pour qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Le bonheur semblait total. Ils ont conçu leur premier enfant. En janvier 1996, leur fille Amber est née et le couple a acheté une maison. Comme ils n'étaient pas encore mariés, Lynn a inscrit la propriété à son nom. De son côté, Randy,
plein de bonnes intentions, avait acheté une bague pour lui demander sa main. Mais cette bague n'a jamais servi. Avant même que le mariage ne soit célébré, les problèmes ont fait leur apparition. La joie de la naissance d'Amber a rapidement été éclipsée par des dettes écrasantes. Entre les dépenses inconsidérées de Lynn et l'achat de la maison, l'argent s'est évaporé à une vitesse inquiétante. Ce gouffre financier a commencé à éroder le bien-être familial et surtout la santé mentale de Randy. Débordé, il avait accumulé des mois de retard sur les paiements de la pension alimentaire pour son fils aîné. Les disputes entre lui et Lynn sont devenues de plus en plus fréquentes et leur relation est entrée dans un cycle infernal de rupture et de réconciliation. Au cœur de cette tourmente, il a cherché refuge dans l'alcool, mais ce répit illusoire a rapidement tourné au désespoir. À un moment, accablé par ses démons, il a envisagé de mettre fin à ses jours. Dans un acte impulsif, il a avalé plusieurs pilules. Cependant, pris de remords presque immédiatement, il a appelé son père, implorant son aide. Ce dernier l'a conduit en urgence à l'hôpital, où il a été sauvé. Après cet épisode sombre, il s'est promis de reprendre sa vie en main. Il a commencé à fréquenter l'église, déterminé à devenir un homme meilleur. En 1998, lors d'une énième réconciliation avec Lynn, cette dernière est tombée à nouveau enceinte. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à leur deuxième enfant, Blake. À cette époque, elle travaillait pour un juge, un poste qui semblait apporter une certaine stabilité. Mais malgré la naissance de Blake, symbole d'un éventuel nouveau départ, le couple était déjà brisé. Randy, bien que désireux de rester pour ses enfants, a fini par comprendre que la situation était devenue insupportable. Lorsque les disputes ont commencé à affecter les enfants, les deux adultes ont pris une décision douloureuse mais nécessaire: se séparer pour le bien de tous. Bien qu'ils n'aient pas complètement rompu leur relation, Randy avait quitté la maison. Curieusement, ils continuaient à partager des moments en famille, comme si rien n'avait changé, tout en vivant séparément. Pendant 2 ans, cette organisation bancale semblait fonctionner, du moins jusqu'au 19 janvier 2001. Ce jour-là, Randy et Lynn avaient décidé de sortir avec les enfants, espérant raviver la flamme d'un amour en déclin. La soirée s'était poursuivie dans l'appartement de Randy avec quelques verres pour détendre l'atmosphère. Mais ce soir-là, il s'était plaint de ne pas se sentir bien. Lynn, attentionnée, s'était occupée de lui. Elle lui avait préparé 2 tasses de thé et avait veillé à ce qu'il soit installé confortablement pour la nuit. Le lendemain matin, son état s'était considérablement aggravé. Randy souffrait de vomissements, d'une fièvre intense et de douleurs abdominales insupportables. L'après-midi, Lynn avait dû partir travailler, mais dès sa journée terminée, elle était revenue avec de la soupe au poulet et encore du thé, espérant apaiser son partenaire. Pourtant, le lendemain matin, Randy était mort. L'examen médico-légal avait conclu que le pompier de 32 ans était décédé d'une arythmie cardiaque causée par un cœur agrandi. Une fois encore, tout indiquait une mort naturelle. Les funérailles de Randy avaient été marquées par une forte émotion. Des centaines de pompiers, leurs camions et leurs sirènes étaient présents pour rendre hommage à l'un des leurs. Comme beaucoup de ses collègues, il avait souscrit une assurance vie pour protéger sa famille en cas de malheur. Lynn, une nouvelle fois, avait reçu une somme d'argent, bien que nettement inférieure à celle touchée après la mort de Glenn. Cette fois, le montant s'élevait à 36 000 $. Désormais, elle se retrouvait seule, avec 2 enfants à charge. La communauté, compatissante, était prête à lui offrir son soutien, jusqu'à ce que des suspicions commencent à émerger. Le 23 janvier 2001, Cathy Turner, la mère de Glenn, lisait comme à son habitude les nécrologies dans le journal. En parcourant la page,
un nom a attiré son attention. Randy Thompson, pompier, 32 ans. Elle ne le connaissait pas, mais elle avait reconnu le nom de sa partenaire, Lynn Turner. Au départ, Cathy s'est simplement dit que son ex-belle-fille avait une malchance incroyable avec les hommes. Mais plus elle y réfléchissait, plus ses doutes s'intensifiaient. Finalement, elle a confié ses soupçons à Mike Archer, ancien partenaire de patrouille de Glenn. Archer, lui, n'avait aucun doute. Il était convaincu que Lynn pouvait être liée aux 2 morts. Sans perdre de temps, Archer a contacté les autorités du comté de Forsyth où travaillait Randy pour leur faire part de ses inquiétudes. Les enquêteurs se sont engagés à examiner l'affaire de près. Pendant ce temps, la famille Turner a rencontré Jane Hansen, une journaliste qui avait couvert les 2 décès. Lors de cette entrevue, Cathy a présenté tous les documents qu'elle avait conservés concernant la mort de Glenn. Elle a exprimé son inquiétude grandissante au sujet de Lynn, rappelant à quel point elle avait été froide, calculatrice et manipulatrice. Cathy a même révélé que Lynn avait convaincu Glenn de changer le bénéficiaire de son assurance vie, écartant sa propre mère au profit de Lynn. Jane Hansen a écouté attentivement les récits de la famille Turner et leur a promis qu'elle ferait tout son possible pour les aider. Toutefois, elle les a avertis de garder des attentes modestes. L'autopsie était formelle quant à la cause naturelle du décès, et il n'avait aucune preuve contre Lynn. Malgré cela, Jane a pris sa promesse très au sérieux et a lancé sa propre enquête. Elle a réussi à obtenir les rapports d'autopsie des 2 défunts, Glenn et Randy. En les examinant, elle a remarqué qu'ils étaient identiques. Cherchant à approfondir, elle a demandé l'avis d'un cardiologue, un ami de confiance. Celui-ci a confirmé que les décès étaient compatibles avec des causes naturelles. L'enquête, jusque-là, n'aboutissait à rien. Il n'y avait aucune preuve permettant de soutenir la théorie du meurtre. Mais elle n'a pas baissé les bras. Son espoir s'est ravivé lorsqu'elle a réussi à parler à la famille de Randy. Cette entrevue s'est révélée presque identique à celle qu'elle avait menée avec les Turner. Les descriptions de Lynn étaient troublantes de similitudes. Une femme froide, calculatrice et manipulatrice. À mesure que les soupçons s'intensifiaient, les familles des 2 victimes se sont rencontrées. Elles ont discuté pendant des heures, partageant anecdotes et souvenirs sur Glenn, Randy et surtout sur Lynn. C'est ainsi qu'un détail frappant a émergé. Lynn les avait trompés tous les 2. Sa relation avec Randy avait commencé alors qu'elle était encore avec Glenn, et au second, elle avait menti, prétendant être divorcée, non veuve. Les doutes sont devenus des certitudes. Mais il manquait encore une chose cruciale, des preuves. Jane, convaincue qu'il y avait plus, a élaboré une hypothèse audacieuse. Elle a proposé l'idée que les 2 hommes avaient été empoisonnés et elle a commencé à chercher des substances capables de provoquer une mort rapide, tout en laissant croire à une cause naturelle. Guidée par cette intuition, elle a contacté des spécialistes. Ensemble, ils ont examiné de nouveaux échantillons de tissu prélevés sur Randy. Jane, toujours présente, a posé des questions pointues et a travaillé avec un infectiologue. C'est ainsi qu'ils ont découvert des cristaux dans les reins de Randy. Ce détail était la clé. Les cristaux indiquaient une intoxication à l'éthylène glycol, le principal composant de l'antigel pour voiture. L'éthylène glycol, un liquide inodore mais au goût sucré, avait été l'arme du crime. La vérité sur le décès de Randy avait enfin éclaté, mais il restait une question en suspens. Glenn avait-il subi le même sort 6 ans auparavant? Les enquêteurs ont demandé au juge et à la famille Turner la permission d'exhumer le corps de Glenn. Malgré la douleur, la famille a accepté.
Les tissus de Glenn ont été analysés de la même manière que ceux de Randy, et le verdict est tombé, l'éthylène glycol était également présent. Les actes de décès des deux hommes ont été modifiés, passant de cause naturelle à homicide. Dès lors, Lynn est devenue la principale suspecte. En octobre 2001, elle a été arrêtée et placée en détention préventive. Un long et pénible chemin a commencé pour obtenir la justice que Glenn Turner et Randy Thompson méritaient. Malgré leur certitude quant à la culpabilité de Lynn Turner, les enquêteurs manquaient de preuves directes. Pas d'ADN, pas d'empreinte, pas le moindre élément irréfutable la liant au meurtre. Tout ce qu'ils avaient, c'était la preuve de l'empoisonnement, un témoignage et l'espoir de convaincre le tribunal que Lynn avait eu les moyens et les motifs de commettre ces crimes. La première étape a été le procès pour le meurtre de Glenn Turner. Les procureurs ont estimé que les antécédents de Randy avec l'alcool pourraient nuire à leur cause s'ils commençaient par son affaire. Ils ont donc décidé de se concentrer d'abord sur Glenn, dans l'espoir qu'un verdict favorable puisse influencer le second procès. Le 1er novembre 2004, le procès a débuté, s'étendant sur 10 mois. À ce stade, l'affaire avait attiré l'attention des médias nationaux et internationaux grâce notamment aux articles détaillés et percutants de Jane Hansen. Les caméras de télévision ont capté chaque moment, y compris l'attitude provocante et désinvolte de Lynn dans la salle d'audience. Loin d'être préoccupée, elle semblait détendue, sûre d'elle, presque arrogante, plaisantant avec ses avocats et riant à plusieurs reprises. Son mépris évident pour la gravité de la situation a choqué les familles des victimes. Pendant le procès, une employée d'un refuge pour animaux a témoigné qu'à l'approche du décès de Glenn, Lynn s'était présentée au refuge pour demander quels produits ils utilisaient pour euthanasier les animaux. Selon elle, Lynn avait justifié sa curiosité en expliquant qu'elle avait un chien gravement malade. Pourtant, l'entourage de Glenn a confirmé qu'aucun chien n'avait jamais existé dans leur foyer. L'accusation a également présenté une photo prise le jour du décès de Glenn, où un bidon d'antigel était visible dans leur maison. Mais ce qui a véritablement convaincu le tribunal, ce sont les motifs de Lynn. D'un côté, elle voulait mettre fin à son mariage pour vivre librement sa relation avec Randy, qu'elle avait entamée en secret tout en restant mariée à Glenn. D'un autre, elle était acculée par des dettes et voyait dans l'assurance vie de Glenn, dont elle était la bénéficiaire, la solution à ses problèmes financiers. Jane, poursuivant son enquête journalistique, a également découvert un mobile psychologique. Après une conversation avec un psychiatre, elle a appris que Lynn était une psychopathe classique, incapable d'empathie ou de remords. Son besoin compulsif de contrôle et d'attention en était la preuve éclatante. Finalement, le tribunal a déclaré Lynn coupable du meurtre de Glenn. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle après 14 ans. Mais son parcours judiciaire était loin d'être terminé. En 2007, elle a fait face à un nouveau procès, cette fois pour le meurtre de Randy Thompson. Une fois encore, elle a été reconnue coupable, mais cette fois, sa peine a été aggravée, réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle en raison de la récidive. Sans grande surprise, Lynn n'a pas montré la moindre émotion lorsqu'elle a été condamnée à passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Enfin, la vérité sur les affaires de Glenn Turner et Randy Thompson avait éclaté et leur meurtrière avait été jugée et punie. Le cas de Lynn Turner n'est pas passé inaperçu. Il a été porté à l'écran à plusieurs reprises, dans des documentaires tels que Cold Hearted, Corazon Frio ou encore Femme assassine sur Discovery Investigation.
Ce qui a captivé le public, au-delà de la perte tragique de ces deux agents dévoués à la protection de leur communauté, c'était l'unicité de l'enquête. Pour une fois, la résolution de ces crimes n'avait pas été menée par les forces de l'ordre, mais grâce à l'initiative d'une journaliste. Le directeur de la police, John Beckett, a publiquement reconnu que Jane Hansen avait été la véritable chef d'orchestre de l'enquête. Le rôle des autorités s'était limité à confirmer ces théories. Cette affaire a marqué un tournant dans la carrière de Jane. Après avoir mené cette enquête à terme, elle a quitté son poste au Journal d'Atlanta, où elle avait travaillé pendant des années pour rejoindre le bureau des enquêtes de Géorgie. Malgré tout, Jane n'a pas totalement coupé les ponts avec Lynn. Pendant plusieurs années, elles sont restées en contact, échangeant des lettres. Mais le 30 août 2010, ce lien s'est brusquement interrompu. À 42 ans, Lynn a pris la décision de mettre fin à ses jours, prouvant une dernière fois qu'elle voulait garder le contrôle, même sur son destin. Dans sa cellule de la prison d'État de Métro où elle purgeait sa peine, Lynn a accumulé plusieurs antidépresseurs au fil des jours. Puis, en une seule fois, elle les a tous avalés. Son corps a été retrouvé sans vie, dans des circonstances étrangement similaires à celles qu'elle avait orchestrées pour ses propres victimes. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.